Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. La France se déconfine, bars, restaurants, lieux culturels accueillent de nouveau du public, mais certains ont choisi de rester fermés, comme derrière moi le Grand Palais, car ils ont profité de cette période pour lancer de grands travaux de rénovation. 466 millions d'euros ici, 3 ans de travaux pour être fin prêt à accueillir de nouveau du public d'ici 2024 pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront ici à Paris. Mais il est temps de retrouver le meilleur des reportages des correspondants de France 24. Et cette semaine, il nous emmène aux États-Unis, plus précisément à la frontière avec le Mexique. Puis nous prendrons le train pour la Belgique, pour Bruxelles, avant de nous rendre au Caire pour écouter la voix de l'astre d'Orient. Mais tout d'abord, direction l'Inde, qui affronte en plus de l'épidémie du Covid-19, une maladie fongique meurtrière, un champignon noir qui profite de la baisse des défenses immunitaires des malades du coronavirus pour les infecter. Et l'Inde se retrouve de nouveau démunie face à cette maladie opportune, faute de stock de traitement. C'est un reportage de nos correspondants Alban Alvarez et Navodita Kumari. Depuis 3 semaines, le docteur Tiagui veille sur une vingtaine d'anciens malades du Covid-19. Tous souffrent désormais d'une autre pathologie, la mucormycose. Surnommée la maladie du champignon noir, cette infection rare affecte d'abord le nez et les yeux avant de s'attaquer au cerveau, voire aux poumons. Comment allez-vous ? Ça va. Le bandage n'a pas encore été retiré ? Non, nous avons dû en mettre un à l'intérieur, après vous avoir retiré une partie de la mâchoire. Seule solution pour sauver les patients, les opérer le plus rapidement possible pour enlever l'ensemble des tissus et des organes affectés. La mucormycose est mortelle dans 50% des cas. Ce champignon rentre d'abord par le nez, puis se propage vers le nerf optique. Tous les patients ici ont perdu toute ou une partie de leur vision. Et 2 sont morts car l'infection a atteint le cerveau. Contre la mucormycose, il existe pourtant un traitement efficace, l'amphotericine B, un antibiotique par injection, désormais quasi introuvable dans le pays. Nous n'arrivons pas à trouver ce médicament et le gouvernement ne fait rien pour nous aider. Sur le marché noir, la dose se vend plus de 300 €, mais il nous en faut au moins 3 ou 4. On ne peut pas payer ce prix. Parmi les raisons avancées pour expliquer la prolifération des cas de mucormycose, l'usage abusif de traitements qui auraient affecté le système immunitaire des personnes atteintes par le coronavirus. Le champignon aurait également pu se développer dans les humidificateurs des bouteilles d'oxygène. Ce qu'on constate, c'est que les personnes affectées ont généralement reçu de fortes doses de stéroïdes. La plupart sont diabétiques. Et enfin, elles ont été intubées et placées sous oxygène. Selon les autorités, l'Inde compte plus de 12 000 cas de mucormycose. L'infection est désormais qualifiée d'épidémie par plusieurs États du pays. Les États-Unis de Joe Biden font face au plus grand afflux de migrants en provenance d'Amérique centrale depuis près de 20 ans. Cette pression migratoire est imputée au changement de politique mené par le nouveau président par rapport à son prédécesseur. C'est un reportage de notre correspondante aux États-Unis, Fanny Allard. Il est 4h30 ce dimanche matin lorsque les premiers immigrants sont interceptés par les gardes-frontières. Nous les avons vus sortir des bois et arriver dans la rue en groupe. Il y a tellement de gens qui arrivent quotidiennement, c'est vraiment tous les jours. Ces 3 hommes viennent du Venezuela. Ils ne se connaissent pas mais ont traversé le Rio Grande ensemble, de nuit. Nous avons traversé ce matin parce que si nous avions traversé durant la nuit ou la soirée, la police mexicaine nous aurait vus et nous aurait déportés. Nous nous sommes perdus. Nous ne trouvions pas où l'eau était basse. Il y avait des endroits où l'eau était à ce niveau-là, puis là, puis plus bas. Alors nous avons avancé jusqu'à ce que le niveau de l'eau nous permette de traverser. Ces hommes affirment ne pas avoir été aidés dans leur voyage vers les États-Unis. Bien souvent pourtant, ce sont les coyotes, les trafiquants des cartels mexicains qui les guident vers les points de passage, moyennant de l'argent. Non, on ne les a vraiment pas identifiés, mais oui, c'était dangereux. La police aux frontières arrive sur les lieux et prend le relais. Elle emmène les 3 hommes pour examiner leur cas. Cette scène est loin d'être inhabituelle. Dans ce petit comté de 50 000 habitants, les interpellations ont été multipliées par 5 depuis l'année dernière. À peine quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons une famille qui semble perdue. Et de l'autre côté du chemin, un groupe arrive à son tour.
Ils ne se cachent pas et souhaitent être arrêtés par les autorités pour mener à bien leur demande d'asile. Ces hommes et ces femmes de toutes les générations sont vénézuéliens, eux aussi. Ces 10 derniers jours, 7000 personnes ont été interceptées à Del Rio, 1400 venaient du Venezuela, ce pays d'Amérique latine miné par une crise politique et économique. Aujourd'hui, la crise a atteint un tel niveau qu'on n'avait pas d'autre choix que de venir clandestinement pour prendre soin de nos familles. En arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden a tout de suite levé la mesure appelée « Rester au Mexique » instaurée par son prédécesseur. Mesure qui obligeait les demandeurs d'asile à attendre au Mexique le traitement de leur dossier. Presque partout à la frontière, les associations comme les autorités sont débordées par les arrivées quotidiennes. L'administration refuse toutefois de qualifier la situation de crise migratoire. Pendant ce temps, en Europe, la libéralisation du rail a des effets inattendus, notamment le retour des trains de nuit, qui avaient pourtant disparu peu à peu, faute de rentabilité. Mais ce mode de transport connaît un regain d'intérêt, comme a pu le constater Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Début de soirée sur ce quai de la gare de Bruxelles, ces voyageurs s'apprêtent à embarquer pour une nuit complète à bord, direction l'Autriche. Bienvenue dans ce train jet à destination de Vienne. Cette ligne reprend du service après des mois de perturbations pour cause de pandémie. Un soulagement pour cette jeune femme, devenue adepte de ce mode de transport qui avait un temps disparu, plus écologique que l'avion, mais aussi plus authentique. Si on regarde par exemple une liaison Bruxelles-Berlin, ça prend peut-être 1 heure en avion. Ça prend peut-être plus de temps en train, mais au moins on a le temps de souffler, de se détendre. Prendre son temps, ou même en gagner, c'est la vie de cette passagère qui doit souvent transiter entre Vienne et Bruxelles pour le travail. Le train de nuit, c'est l'économie d'un hôtel et l'assurance de pouvoir travailler à bord. Pour moi, ce n'est pas une perte de temps, absolument pas, parce que je peux dormir dans le train. Ça, c'est très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Et c'est au contraire, parce que si je dois aller à l'aéroport, je perds plus de temps. Après des années d'arrêt, la compagnie ferroviaire nationale autrichienne a décidé de relancer cette ligne de nuit début 2020. Pour la rendre rentable, elle mise justement sur la classe affaires. On a amélioré la qualité de nos cabines. C'est un moyen différent de voyager. De plus en plus de gens veulent aussi le faire dans le cadre du travail. Et la compagnie autrichienne n'est pas la seule à parier sur le retour du train de nuit. Plusieurs acteurs privés se lancent sur le marché, comme cet entrepreneur néerlandais, un passionné de train qui souhaite inaugurer une liaison entre Bruxelles et Prague dès 2022. Il est convaincu de la rentabilité de son projet. Ce qui rend le train de nuit cher, c'est qu'il voyage sur de longues distances, ce qui signifie qu'il faut payer plus de taxes pour accéder au rail. Mais d'un autre côté, on remarque aussi que les gens qui veulent prendre le train de nuit ne sont pas vraiment à la recherche de la bonne affaire. Ils veulent voyager confortablement et ils sont prêts à payer pour cela. Donc on pense qu'il y a un équilibre à trouver. Autre source de financement pour l'entrepreneur, l'appel aux petits actionnaires. Dès la fin du mois de mai, la vente de parts dans ce projet sera ouverte à tous. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais au Moyen-Orient, Kalsoum est une légende. Une exposition lui est d'ailleurs consacrée à l'Institut du monde arabe, ici à Paris. Mais c'était pour nous l'occasion de nous rendre au Caire, où 46 ans après sa mort, celle qui était surnommée l'Astre d'Orient est toujours profondément ancrée dans le cœur des Égyptiens. C'est un reportage de notre correspondante Claire Willio. Chignon, foulard et lunettes noires, ce portrait, reconnaissable entre mille, orne les rues de la capitale égyptienne. La voix Kalsoum résonne dans les taxis, les cafés et fait la fierté des Égyptiens. Elle est au-dessus de tout, au-dessus du monde même. Elle a fait de nous, les Égyptiens, de véritables sultans. Quand je conduis, je mets Kalsoum et j'évite les accidents comme ça. Vraiment. L'histoire Kalsoum est celle d'une success story. Une fille de paysan, devenue une véritable icône de la musique arabe, le symbole de la grandeur de l'Égypte. Pour ce disquaire, celle que l'on surnomme ici l'Astre d'Orient reste toujours inégalée.
Sa voix est très puissante et elle sait l'adapter à tous les styles de musique. Et puis, elle ne se contente pas de prononcer les paroles, elle les incarne complètement. On a vu toutes sortes d'artistes à travers le monde arabe, mais rien ne ressemble à Kalsoum. Kalsoum, une diva prodige de l'improvisation. Elle pouvait faire durer ses concerts pendant plusieurs heures. Grâce à ce marionnettiste, le rideau se lève encore chaque mois sur Kalsoum et son orchestre. Et à chaque fois, depuis 15 ans, le spectacle fait salle comble. On pouvait sentir les chaises bouger, les cœurs s'envolent à chaque seconde. C'est fou. Kalsoum est tellement puissante, tellement magique, elle réussit à toucher tous les cœurs. J'ai l'habitude de dire Kalsoum rend les gens amoureux de l'amour lui-même. Plus de 45 ans après sa mort, Kalsoum, la 4e pyramide d'Égypte, semble avoir réussi ce pari un peu fou, celui de ne jamais disparaître. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Georges Yazbek à la réalisation et à Camille Février à la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours le meilleur des reportages des correspondants de France 24. Et je vous laisse avec ces images, mais surtout la musique Kalsoum, l'astre d'Orient. فهوى